Alors, bonjour chers téléspectateurs de Leral.net, Leral TV. Comme promis, nous sommes encore au rendez-vous à votre émission Comme Politique, l'émission qui vous donne l'information à temps réel autour d'un débat constructif, positif et surtout productif. Donc, comme toujours, nous allons dénicher les bons profils et les mettre à la place qu'il faut. Et aussi, comme vous savez, nous sommes toujours dans la lancée de la sensibilisation sur le Covid-19. Nous allons sillonner le pays et vous apporter dans tous les secteurs possibles des débats importants et surtout des solutions et surtout la contribution de ces invités sur l'impact du Covid-19 dans ces secteurs. Aujourd'hui encore, nous recevons un grand monsieur. Un monsieur qui est dans un domaine, je vais dire, exceptionnel, qui a eu des secousses bien avant le Covid-19, mais qui aujourd'hui commence à reprendre son flair, commence à reprendre sa route. C'est le secteur du e-commerce. Donc, nous allons aujourd'hui discuter autour du thème « Le e-commerce au cœur de la crise sanitaire » avec monsieur Emmanuel Bocquet. Donc, ce grand monsieur est monsieur Emmanuel Bocquet. Monsieur Emmanuel Bocquet a travaillé pendant 20 ans dans l'univers du digital, particulièrement du e-commerce, tant qu'en Europe qu'en Afrique de l'Ouest. Donc, ce monsieur s'est installé à Dakar. Il a travaillé pour de nombreuses entreprises dans la technologie, la distribution, mais aussi le luxe, la finance ou la presse. Donc, ce monsieur, à travers son entreprise Green Tech Capital, finance et accompagne des entreprises dans la génération des revenus grâce aux nouvelles technologies. J'espère que j'ai un peu résumé, mais M. Bocquet va se présenter pour nous rajouter peut-être plus d'expérience qu'il a eu à faire. Bonjour M. Bocquet. Bonjour. Non, vous avez été très complète, inutile d'en rajouter. Donc moi simplement, je suis effectivement un spécialiste du e-commerce et du e-business en général. Et je suis installé à Dakar depuis 2003. Et donc je fais la navette entre plusieurs univers, toujours autour du e-commerce et du e-business ou de la transformation digitale. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons discuter du e-commerce au cœur de la crise sanitaire. Donc, nous allons vous laisser d'abord nous raconter un peu sur l'historique du e-commerce. L'historique du e-commerce, je ne vais pas remonter jusqu'à 1995 et les débuts d'Amazon, mais le e-commerce a démarré au Sénégal très tôt, bien plus tôt qu'on ne le pense, parce qu'en fait, il a démarré par l'informel et il a démarré avec des initiatives comme celle d'Expat Dakar ou sur des plateformes comme Facebook. Et donc très tôt, les Sénégalais ont compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de ces plateformes et ont basculé des activités de commerce sur ces nouvelles technologies. Avec un assez grand succès, on ne connaît pas le chiffre d'affaires informel de ces petits acteurs, mais on sait qu'il est très important. Et on pense qu'il est probablement supérieur à ce que font des très grands acteurs, des gens comme Jumia ou comme d'autres. Exactement. Donc, quelle analyse faites-vous sur le modèle de distribution du pain, surtout? Parce que c'est le plus récent projet installé sur la plateforme. Le e-commerce a beaucoup changé, donc il s'est structuré, il s'est formalisé. Et là, on a une tentative toute récente poussée par le gouvernement pour la distribution du pain à l'occasion des tensions liées au Covid-19, aux queues devant les boulangeries, au lobbying des boulangers qui ne souhaitent pas que leur pain soit distribué par n'importe qui. Bon, c'est très compliqué de distribuer du pain parce que le pain, c'est un produit qui, à 150 francs, ne permet pas beaucoup de marge et qui n'est pas acheté en grande quantité, qui est acheté de façon quotidienne, qui ne se conserve pas. Donc c'est un produit qui est typiquement compliqué pour le e-commerce, mais c'est un produit extrêmement fidélisant parce que presque tout le monde en achète tous les jours. Donc il y a une véritable opportunité ici. Malheureusement, je crois que pour l'initiative gouvernementale, c'est un petit peu perdu d'avance parce que juste livrer du pain, compte tenu des coûts de livraison, personne ne peut payer 1 000 francs pour 2 baguettes de pain à 300 francs. Donc
de ce point de vue-là, ce n'est pas quelque chose qui va être pérenne. Par contre, je suis convaincu que le pain est la clé de quelque chose, dans la mesure où c'est un produit du quotidien et qu'il y en a d'autres, donc les ménages achètent au quotidien. Pensez-vous alors qu'il faut restructurer ou bien faire quelque chose sur ce projet pour que ce soit un contenu, quelque chose qui peut avoir du profit sur ce e-commerce? Alors on pourrait imaginer effectivement l'étendre, et plutôt que de faire juste du pain, c'est faire aussi de la lessive, de la tomate, du riz, de l'huile, du sucre, du café, du lait. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait s'envisager à un niveau national, parce qu'il y a quand même un certain nombre de produits de grande consommation qui sont communs à tous les ménages sénégalais. Donc on pourrait effectivement envisager une plateforme qui s'occupe de ça. Maintenant, le souci, c'est que c'est quelque chose qui est compliqué. La logistique. La logistique est compliquée parce qu'il faut savoir où sont tous les clients. Il n'est pas question d'aller faire une livraison et puis de revenir chercher un nouveau panier, puis aller le livrer à un nouveau client, puis revenir. On ne peut pas. Donc il faut faire des tournées, il faut structurer ça, il faut du coup avoir un certain volume. Donc ce n'est pas quelque chose qui est simple à mettre en place, et le gouvernement vient de s'en rendre compte avec son idée du pain. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait des professionnels qui rentrent en jeu, il y a des budgets relativement importants pour mettre en place cette infrastructure logistique, parce qu'on ne peut pas tout stocker à un endroit pour livrer tout Dakar et encore moins la banlieue. Donc il faut des zones de stockage réparties pour avoir des délais et des coûts de logistique raisonnables. Et en même temps, il faut bien gérer les stocks, parce que le pain, vous n'allez pas le garder une semaine pour laisser la production, vous en avez vraiment besoin tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc c'est quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de possible, et bon, les supermarchés en Occident ont montré que c'était quelque chose de très rentable. Effectivement. Donc, est-ce qu'on peut intégrer certains secteurs réglementés dans le e-commerce, comme par exemple la cigarette, les médicaments, l'alcool? Alors, on peut dans une certaine mesure. En fait, ça va dépendre des réglementations. Donc, par exemple, la cigarette, à ma connaissance, personne n'a réussi. Il y a des histoires de licences un peu compliquées à obtenir. Et donc, autant dans l'informel, on gère des paquets de cigarettes à gauche et à droite sous le comptoir et l'État n'est pas trop regardant, autant sur Internet, tout le monde est visible et du coup, c'est plus compliqué de contourner les règlements. Dans le médicament, c'est possible à condition que ce soit encadré par des pharmaciens. Donc c'est pas si simple que ça, parce que les pharmaciens ont une philosophie qui n'est pas du tout marchande. C'est vraiment, ça ne devrait en tout cas pas être des commerçants. Donc on ne peut pas imaginer qu'une pharmacie toute seule fasse du e-commerce dans son coin. Il faudrait que l'ordre des pharmaciens mettre en place quelque chose et mettre tous les pharmaciens d'accord, compte tenu des différences culturelles qu'il y a entre les pharmacies de banlieue, les pharmacies du centre, les pharmacies tenues par des Libanais, les pharmacies ceci, les pharmacies cela. Mettre tout le monde d'accord, c'est compliqué, mais il y a un enjeu, parce qu'effectivement, pouvoir livrer à un diabétique ses médicaments régulièrement, et puis là, évidemment, dans le contexte du Covid-19, on imagine bien qu'on pourrait livrer des masques, on pourrait livrer du gel, on pourrait mettre à disposition de la population des produits sanitaires. Et puis surtout, faciliter l'accès à l'information pour certains médicaments qui sont des fois en rupture dans les pharmacies. Cette plateforme pourrait être très utile. C'est ça, absolument. Pour les pharmacies, on peut imaginer pas mal de choses. Pour l'alcool, ça se fait déjà. La réglementation le permet, à condition d'un minimum de validation de l'âge du consommateur. Pour l'instant, c'est plus facile pour un mineur d'aller acheter son sachet d'alcool dans une boutique que de l'acheter en ligne. Donc le e-commerce ne pose pas encore de problème à ce niveau-là. Au Sénégal, est-ce qu'il y a des plateformes de vente d'alcool en mode e-commerce? Je crois que Auchan en propose. Donc Auchan a lancé une plateforme de e-commerce tout récemment, à l'occasion du Covid, ils se sont dépêchés. Et puis il y en a d'autres comme TafTaf. L'alcool n'est pas vraiment un problème au Sénégal, c'est quelque chose de contrôlé, mais ce n'est pas quelque chose de verrouillé. Contrairement à, par exemple, la vente d'essence ou de gaz, qui pour des questions à la fois de réglementation et de sécurité sont très étroitement surveillées, et donc
on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a quasiment pas de business, de e-business dans le carburant. Mais on pourrait imaginer qu'effectivement, une société livre du carburant pour tous les groupes électrogènes du Sénégal. Effectivement, ou bien surtout pour des gens qui tombent en panne dans les rues, par exemple, en pleine nuit, tout ça, ou bien voilà, qu'il ait accès. Après, on est au Sénégal. Au Sénégal, quand on a des problèmes, on a toujours des solutions. Donc, si vous êtes en panne au fin fond d'une banlieue, il y aura toujours quelqu'un pour vous trouver un litre d'essence et vous dépanner. Et ce n'est pas quelque chose de suffisamment fréquent pour mettre en place un business. Par contre, les groupes électrogènes, oui. Alors, c'est vrai que maintenant, à Dakar et plus généralement au Sénégal, on a moins de problèmes d'électricité que dans le temps et beaucoup moins que certains de nos voisins. Donc ce n'est pas forcément un business très rentable. Mais au Nigeria, par exemple, il y a des entreprises de livraison de carburant pour groupes électrogènes qui explosent. Sans vouloir dire du mal des compagnies électriques du Nigeria. Donc, je vais juste voir, dans le cadre du Covid-19 au Sénégal, quelle analyse faites-vous à la renaissance, je vais dire, du e-commerce? Parce qu'on voit que vraiment, ça commence à abonder à petits pas. En fait, le e-commerce, c'est quelque chose d'un peu compliqué et même d'un peu coûteux au début. Il faut investir du temps, de l'énergie et puis de l'argent. Et donc, c'est quelque chose que personne n'a envie de faire. Donc, à part quelques visionnaires, quelques jeunes qui sont prêts à prendre des risques, il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Et donc, là où on voit les choses vraiment bouger, c'est quand les gens commencent à perdre de l'argent par ailleurs. Et bien là, ça commence à bouger. C'est pareil quand on parle de sécurité informatique, d'antivirus. Personne n'achète un antivirus tant qu'il n'a pas eu lui-même un virus qui lui a fait perdre des données et de l'argent. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à se mettre en place. Et donc là, on y vient. Le Covid est une sorte de prétexte ou de révélateur. Et on se rend compte que le e-commerce peut protéger le business de certaines entreprises, en tout cas de permettre de déporter le business sans qu'il s'écroule pendant ce genre de crise. Et ce genre de crise, ça peut être beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça peut être une épidémie, comme c'est le cas aujourd'hui, comme ça pourrait être le cas à l'avenir. Mais je pense aussi, par exemple, aux attentats qu'il y a eu il y a quelque temps en Côte d'Ivoire et qui ont eu une répercussion psychologique jusqu'à Dakar. Les centres commerciaux se sont complètement vidés, les magasins se sont vidés, et pourtant les gens avaient besoin de continuer à consommer, mais ils n'ont pas pu, parce que ça a été trop brutal, il n'y a pas pu avoir de bascule progressive du physique vers le digital. Là, c'est l'occasion, et donc il y a pas mal de commerçants qui sont en train de se rendre compte que le e-commerce est une sorte d'assurance au cas où il y ait des problèmes, des tensions politiques, au cas où il y ait des problèmes de sécurité, des problèmes de santé. Dès qu'il commence à y avoir des difficultés dans la circulation des biens ou des personnes, le e-commerce est une solution qui permet de mitiger le problème et de continuer à avoir des revenus. Quels sont les différents modèles de e-commerce? Alors, il y a le e-commerce simple, le classique, c'est quelqu'un qui identifie un besoin, qui achète des produits, qui les stocke et qui les publie sur son site. Les gens se connectent sur Internet, ils voient les produits, ils les sélectionnent, on leur livre, ils payent avant ou après. Alors au Sénégal, on paye plutôt après, en Europe, on paye plutôt avant. Bon, ça, c'est une question culturelle. Ça, c'est le e-commerce classique, celui que tout le monde a en tête. Mais il a un inconvénient pour ceux qui n'ont peu de moyens, ce qui est le cas de beaucoup de commerçants au Sénégal, c'est qu'il nécessite d'immobiliser du stock. Donc il faut que vous ayez tous les produits chez vous. Il y a un modèle plus économique, mais plus superficiel, qui est ce qu'on appelle le dropshipping, qui consiste à vendre les produits sans qu'on les ait. Et donc au moment où j'ai la commande, je vais chercher le produit, parfois dans un entrepôt d'un grossiste, parfois à l'étranger, et puis je le fais venir et je le livre à mon client qui me paye à la fin. Et donc c'est un modèle qui a marché, qui a plutôt bien marché au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, parce que ça permet à un peu tout le monde de faire du e-commerce.
Mais c'est un modèle qui est en perte de vitesse parce que les clients ont commencé à comprendre que le vrai marchand, ce n'est pas celui qui leur proposait le produit, c'était le fournisseur. Et puis les fournisseurs eux-mêmes ont commencé à comprendre qu'il y avait un marché au Sénégal. Et donc quelque part, ces intermédiaires, ces coxeurs vont se faire court-circuiter au bénéfice de ceux qui produisent vraiment et de ceux qui consomment au final. Donc aujourd'hui, les modèles sont en train de se simplifier et on va vers des modèles où la logistique est plus importante, où il y a du stockage, où il y a de la livraison, où tout est intégré, plutôt que sur des modèles d'intermédiation où finalement on promet des choses et puis après on les livre ou on ne les livre pas. Donc voilà, ça c'est le premier découpage. Après le deuxième découpage, c'est le e-commerce au sens où j'ai un site de vente et puis où le e-commerce avec des marketplaces, c'est-à-dire que je n'ai pas de site de vente à moi, mais je mets mes produits à un endroit où il y a beaucoup d'autres marchands et d'autres produits. Des exemples de marketplaces très connus, ce sont Jumia et Facebook, avec des modèles assez différents l'un et l'autre. Facebook, eux, ils s'occupent de rien. Vous mettez vos produits, eux, ils s'occupent juste de faire de la publicité. Jumia, eux, ils s'occupent un peu plus ils s'occupent de la vente, ils s'assurent du paiement, ils gèrent la transaction. Dans certains cas, ils gèrent même la livraison. Et donc, ce sont des modèles où il n'y a pas besoin d'avoir son site, donc il n'y a pas de compétences techniques pointues. Il y a peu d'investissement informatique, donc ce sont des modèles qui sont aussi plus simples. Par contre, vous êtes tributaire de cette marketplace, de cette place de marché intermédiaire, et donc si elle change de stratégie, si elle vous demande un pourcentage plus élevé pour les transactions que vous faites, vous êtes un peu prisonnier. Effectivement. Donc alors, comment un commerçant peut se lancer au e-commerce ? Pour commencer, moi, ma recommandation, c'est qu'il faut surtout faire simple. Ce qui est important, c'est de se lancer, ce n'est pas de bien se lancer. Surtout en termes techniques, informatiques, il ne faut pas aller viser tout de suite, de dire « Ok, moi je vais faire comme Amazon ». Faites plutôt comme votre voisin qui fait un peu de e-commerce. Et donc, les outils les plus simples pour commencer, c'est Facebook et WhatsApp et Instagram. Commencez là-dessus. Quels sont les comportements ? Voilà, je vais traduire comme ça. C'est une bonne question. En fait, c'est une bonne question parce qu'on oublie souvent que le e-commerce, c'est avant tout du commerce. Et donc, le mindset qu'il faut, c'est un mindset de commerçant. Et le commerçant, ce n'est pas juste quelqu'un qui prend des produits et qui les donne à des clients, c'est quelqu'un qui connaît les fournisseurs, qui connaît les filières, qui connaît les produits. Il connaît les différentes qualités de produits, pourquoi tel produit, pourquoi pas telle alternative. Et il connaît les besoins des clients et il sait faire le lien entre tout ça. Et il connaît la concurrence, il connaît les prix de la concurrence. Donc c'est quelqu'un qui apporte une solution globale à un client qui a besoin qui a besoin de ranger ses affaires. On va lui proposer une armoire, mais on va lui proposer une armoire importé, local, en bois, en fer, à tel prix, à tel endroit, livré, monté ou pas. Et tout ça, c'est des expertises que le commerçant doit avoir. Et on oublie souvent que cette expertise sur le produit, et particulièrement sur le produit et sur le prix, c'est quelque chose de fondamental. Et ce n'est pas parce que vous avez quelque chose de sympa, de branché, d'électronique, de digital, que vous allez vendre. Si votre pain il est à 500 francs, vous ne vendrez pas de pain. Il faut que vous sachiez qui achète le pain, à quel prix on achète le pain, à quelle fréquence on achète le pain, qui dans un ménage achète le pain, avec quelle quantité, avec quelle fidélité. Et c'est là qu'on commence alors à pouvoir envisager de pouvoir vendre du pain. Et puis ce pain, il faut le produire. Donc il faut savoir qui sont les fournisseurs, quels sont les règlements, quelles sont les quantités qu'on peut livrer, quelle est la logistique du pain. Et donc il faut faire un vrai travail de commerçant au sens large. Parfait. Donc quelle est votre analyse sur l'arrivée de Alibaba, Amazon, tout ça en Afrique ? À mon avis, quelque chose d'inévitable. Alibaba est en train de commencer à placer des pions au Kenya, au Rwanda. Le Sénégal n'est certainement pas en haut de leur liste. Ils vont commencer certainement par l'Afrique anglophone et des pays à fort pouvoir d'achat, ou des pays à forte population.
Donc typiquement le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, et puis après peut-être le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc le Sénégal un peu loin dans la liste. Bon, après la liste continue très, très loin derrière, hein. Il y a des pays comme le Niger ou le Tchad où ça va être quasiment impossible pour Alibaba ou pour Amazon de s'implanter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin, l'un comme l'autre, et puis leurs concurrents également, ils ont besoin de croissance et ils sont en train de saturer leur propre marché. Ils sont en train le marché américain, le marché européen, les marchés asiatiques commencent à être saturés. Et donc la croissance, aujourd'hui, c'est en Afrique qu'ils la voient. Donc ils vont venir. Et j'estime, enfin, je pense qu'ils vont venir d'ici 2 à 3 ans. Pour l'instant, ils sont en train de se préparer, de calculer, de préparer leur plan. Ils vont faire des expériences et puis seulement après, ils vont commencer à dérouler de façon industrielle. La seule chose qu'il faut avoir bien en tête sur leur arrivée, quelle que soit l'année d'arrivée, disons 2023, c'est qu'ils ne viennent pas pour remplacer Jumia ou pour remplacer les sites de e-commerce sénégalais. Ils viennent pour remplacer le tissu commerçant sénégalais. Ils viennent pour remplacer Sandaga. Mais est-ce qu'ils vont venir pour participer à la promotion de la consommation locale? Est-ce qu'ils ne vont pas nous importer des produits? Ils sont là pour faire du bénéfice. Donc s'il y a des produits locaux à un bon prix et que c'est ce que les clients demandent, c'est ce qu'ils vendront. Aujourd'hui, on peut imaginer que Alibaba vienne vendre du riz de la vallée et des téléviseurs Samsung aux clients sénégalais qui ont besoin d'un assez large éventail de produits. Après, si effectivement Alibaba se rend compte qu'il a du riz en Thaïlande qui est moins cher que le riz de la vallée à qualité équivalente, il va aller importer du riz. C'est du commerce, hein, donc c'est le client qui décide ce qu'il a envie d'acheter en fonction des coûts de revient au final. Seul un régulateur, éventuellement, au niveau de l'État, peut orienter dans un sens ou dans un autre, mais on ne peut pas compter sur les privés pour s'autoréguler. Effectivement. Donc, de là, je vais juste m'atteler sur les femmes transformatrices de produits locaux. Il y en a plein au Sénégal. On voit plein de femmes qui sont dans la transformation de produits locaux et qui veulent se lancer dans le e-commerce. Quelles sont les clés de passage qu'il leur faut et les outils peut-être qu'il leur faut? Parce que la plupart de ces femmes, c'est des femmes qui ne sont pas tellement digitales. Alors, il n'y a pas besoin d'être très digital. Il faut être très commerçant. Donc, il faut que votre produit soit bon, que vous soyez capable d'expliquer pourquoi votre produit est bon. Est-ce qu'il est bio? Est-ce qu'il est lavé? Est-ce qu'il est traité? Quel est l'avis des consommateurs? Il faut que vous soyez capable de valoriser votre produit, en Wolof s'il le faut, hein, ou en Alpulaar, mais il faut que vous soyez capable de démontrer la qualité de votre produit. Il faut que votre produit soit à un bon prix, donc il faut que vous sachiez à quel prix s'échange ce type de produit sur la place de marché. Il faut que vous ayez en tête que vous allez avoir des frais de mise à disposition, donc des frais de livraison que le client n'a pas envie de payer. Donc il va falloir que votre produit soit plutôt moins cher que le prix de revient en boutique. Mais comme vous court-circuitez le réseau de distribution, normalement vous pouvez avoir une marge qui vous permet d'absorber ces coûts logistiques. Et donc si vous avez un bon produit, et que c'est visible que c'est un bon produit, et qu'il a un bon prix, faites confiance aux Sénégalais, ça va se faire tout seul. Donc il vous suffit ensuite d'aller mettre votre produit avec sa description et son prix sur des réseaux sociaux. Je pense que c'est là qu'il faut se mettre au début, c'est le plus simple. Allez sur Facebook, allez sur Messenger, allez sur WhatsApp, allez sur Instagram, allez là où vous êtes à l'aise, allez là où vos enfants sont à l'aise. Demandez à vos enfants, parce qu'aujourd'hui Facebook, Instagram, c'est à la portée d'un adolescent, hein. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études. Demandez à n'importe qui, mais dès lors que vous avez un produit, et pas besoin forcément de savoir écrire, si vous ne savez pas écrire, faites une vidéo, expliquez-le avec vos mots. Les gens adorent les vidéos, aujourd'hui Internet c'est devenu un peu impersonnel.
On vous vend un sac de riz, bon, on voit juste un sac de riz sur un fond blanc, on ne sait pas où il est, on ne sait pas d'où il vient. Mais si vous avez plutôt que... Et puis un sac de riz, il n'y a rien qui ressemble à un sac de riz autant qu'un autre sac de riz. Donc ce n'est pas avec un sac qu'on va forcément déterminer si c'est ce riz-là qu'on a envie d'acheter. Dans ce cas, parlez, expliquez, et moi je préfère acheter mon riz à quelqu'un qui va m'expliquer d'où vient ce riz, pourquoi ce riz est meilleur qu'un autre, plutôt que de l'acheter parce qu'il a un emballage qui est sympa ou qui ressemble à tel autre. Voilà. Donc c'est assez simple en fait. La seule chose qu'il ne faut pas oublier au final, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir quelques clients au début, il faut accélérer ensuite. Donc si vous avez un client par jour, ça ne va pas vous suffire à faire vivre un ménage et ça ne justifie pas le temps que vous allez passer sur Internet. Donc il faut que vous augmentiez le volume. Donc petit à petit, il y a deux stratégies. La première, c'est de bluffer vos clients. Faites en sorte que vos clients ne soient pas satisfaits. Faites en sorte que vos clients ils dansent quand vous les livrez. Parce que vous les livrez, ce que vous leur offrez est supérieur à ce qu'ils attendaient. Vous leur avez promis un pot de confiture de mangue, ben vous leur livrez en prime, en cadeau, une bouteille de sirop de bouillie. Et ce client-là, il va s'en souvenir. Et surtout, ce client-là, quand vous allez le livrer de choses inattendues, il va en parler autour de lui. Et il sera votre propre commercial pour aller vendre votre service et votre produit. Donc ça, c'est la première technique, c'est faites parler de vous en dépassant les attentes de vos clients. La deuxième technique, c'est la plus classique, c'est faites de la publicité. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc si vous ne savez pas faire, demandez à vos enfants, parce que c'est à la portée d'un adolescent. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, les principales plateformes qui permettent de faire de la publicité, c'est Facebook et puis Google. Et toutes les deux nécessitent une carte de crédit, Visa, Mastercard, et que ça, c'est un peu compliqué au Sénégal. Et donc, demandez à quelqu'un. Il y a forcément des acteurs sur le marché. Au Sénégal, on a des centaines d'agences digitales qui sont généralement gérées par une personne. Simplement, c'est une personne, elle a une carte de crédit, elle sait à peu près ce qu'elle fait. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert. Et donc, faites-lui confiance, faites un test. Si vous lui donnez 5 000 francs, est-ce que ça vous rapporte 5 000 francs de bénéfices en publicité? Faites-le quelques fois, et puis si vraiment ça le fait, au lieu de lui donner 5 000 francs, donnez-lui 15 000 francs, parce que ça va vous rapporter plus en chiffre d'affaires. Et petit à petit, vous allez mettre en place un cycle de croissance automatique. Est-ce qu'il y a une politique de normalisation ou bien d'accessibilité au e-commerce? Non, pas vraiment, en tout cas pas au Sénégal. Pas de réglementation? Alors, il y a une réglementation, c'est la réglementation du commerce. Donc le e-commerce est réglementé comme le commerce? En grande partie. En fait, concrètement, quand un commerçant vend un produit, un faux produit, on va vous vendre, je sais pas moi, une crème, et puis en fait, à l'intérieur de la bouteille est vide. Si c'est un commerce classique, vous pouvez vous retourner contre le commerçant et obtenir justice. C'est exactement la même loi, il n'y a rien besoin de changer dans le e-commerce, il n'y a pas forcément besoin de e-législation. Alors il se trouve qu'il y a quand même des législations supplémentaires pour la protection des données personnelles, pour un certain nombre de choses, pour les paiements en ligne, mais c'est plutôt secondaire. En fait, la vraie réglementation du e-commerce, c'est la réglementation du commerce. Si quelqu'un n'a pas le droit de faire quelque chose dans un commerce, il n'a pas le droit de le faire dans un commerce. Il y a des obligations du commerçant, il y a des obligations du e-commerçant. Merci beaucoup. Donc, quel est l'intérêt du commerçant sur le e-commerce? Alors, il y en a plusieurs, il y en a qu'on a déjà cités. C'est en cas de crise, le e-commerce, lui, il va continuer alors que le commerce va possiblement avoir des problèmes. L'autre intérêt, c'est que vous pouvez toucher une clientèle qui est plus éloignée. Donc vous avez une boutique à Dakar, mais vous pouvez vendre dans les régions, vous pouvez vendre à l'international si vos produits sont demandés à l'international. Vous pouvez également faire plus de marge, donc plutôt que de payer un loyer, de payer des commerciaux, de payer des caissiers, de payer des frais, vous allez alléger vos coûts fixes et donc vous pourrez distribuer à des prix plus intéressants ou faire plus de marge.
Quels sont les freins du e-commerce ici au Sénégal? Le principal frein, c'est la confiance. Les gens en ont ras-le-bol des arnaques. Les gens se sont fait arnaquer dans tous les sens et donc la confiance est détruite. Donc aujourd'hui, si vous voyez une super offre sur Internet, votre premier réflexe, ça va être, bon, où est l'arnaque? Donc ça, c'est le premier souci qu'ont tous les débutants, non seulement à cause des arnaques, mais aussi à cause des incompétents. C'est-à-dire que combien de fois on voit une offre de quelqu'un qui vous propose un service, et puis en fait, ok, ça vous intéresse, vous voulez aller, puis non, finalement, il n'y en a pas, il n'y en a plus, c'est pas ce qu'on... La qualité n'est pas celle qui était promise. Donc c'est pas forcément des arnaques, mais c'est simplement que c'est de l'incompétence ou de l'inconscience parfois. Donc ça, c'est le premier souci, et donc pour ça, il vous faut établir la confiance, donc il vous faut créer un nom, et on en revient à la publicité et au bouche à oreille. Le deuxième frein, qui est un vrai frein également, c'est la concurrence déloyale. Quand vous faites de la vente sur Internet, surtout quand vous le faites à un volume relativement important, donc vous avez un nom, vous avez un site, vous êtes identifié, vous êtes visible de tous, vous ne pouvez pas vous permettre de contourner la loi. Vous payez votre TVA, vous payez vos frais de douane, vous payez vos impôts et toutes les autres taxes. Et vous êtes en concurrence avec des gens qui font des allers-retours à Dubaï, qui ramènent des produits dans leurs valises, qui passent la douane comme ça, qui ne sont pas connus du trésor public, et qui du coup, si vous avez 18% de TVA, 27% de frais de douane et autres quelques pourcents de taxes diverses, qui vous différencient pour le même produit, le même service d'un concurrent informel, le Sénégalais, lui, il va tout de suite choisir le concurrent informel qui va être 30% moins cher, et vous ne pouvez pas grandir. Donc là-dessus, l'État a vraiment un rôle de réglementation à faire pour mettre tout le monde à égalité, parce qu'il ne faut pas non plus taper sur l'informel et les tuer. Il faut les aider à jouer le jeu comme tout le monde, ou alors il faut, comme certains pays l'ont fait, autoriser pendant une certaine période, quelques années, dire ok, sur Internet, plus de taxes. C'est là que je vais venir, même pour la question de qu'est-ce que l'État peut faire pour le secteur du e-commerce. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel l'État est assez inaudible aujourd'hui. C'est cette histoire de taxes qui tue les entreprises formelles parce que confrontées à l'informel. Donc il faut réguler, c'est-à-dire qu'il faut mettre les gens à égalité, de façon à ce que puissent se développer il faut que les gens qui produisent un service et des livrables de qualité soient privilégiés par rapport aux autres, et c'est ce que demande le consommateur, sauf qu'aujourd'hui, celui qui est privilégié, c'est celui qui paye le moins de taxes. Et potentiellement, c'est celui aussi qui délivre le plus mauvais service. Et les Sénégalais s'en plaignent. Donc l'État a un rôle de régulation très important à jouer. Pas forcément seul, on peut mettre en place des systèmes d'autorégulation, mais au départ, il faut quand même qu'il y ait une impulsion étatique, parce qu'il faut que les différents acteurs entendent qu'on sort de la jungle, que c'est plus le Far West. Sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet, le e-commerce au Sénégal reste encore beaucoup apparenté au Far West pour la plupart des acteurs, par la force des choses. Après, il y a d'autres domaines dans lesquels l'État pourrait faire des choses. Typiquement, pour le consommateur qui s'est fait arnaquer par un e-commerçant, il devrait pouvoir se retourner contre ce e-commerçant et obtenir justice auprès d'un tribunal ou d'une structure de l'État. De fait, aujourd'hui, de vous à moi, c'est jamais arrivé. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un consommateur qui a même pensé qu'il obtiendrait quelque chose. Donc, personne... Voilà, on fait sans l'État. Mais c'est vrai que s'il y avait un arbitre, quelqu'un qui fasse respecter les règlements qui existent et qui oblige ceux qui jouent avec la limite à se positionner dans la loi ou hors la loi, ça faciliterait ceux qui jouent fair play.
Merci beaucoup. Alors, avant de clôturer, nous allons juste voir qu'est-ce que GreenTech Capital fait actuellement dans ce secteur au Sénégal. GreenTech a une activité d'accompagnement de start-up et donc sur l'aspect opérationnel, commercial, mais aussi donc financier pour la recherche de fonds. Et actuellement, au Sénégal, particulièrement dans le domaine du e-commerce, GreenTech est en train de mettre en place un programme de soutien aux opérateurs de e-commerce pour leur donner un coup de boost digital pendant la crise du Covid. Donc l'idée est de les aider à améliorer leur site web, à améliorer leur technique de vente, à améliorer leur marketing, leur donner plus de visibilité, les professionnaliser de façon à ce que on ait plus de choix, on ait plus d'offres, on ait un service de meilleure qualité et puis surtout de façon à ce que les revenus digitaux de toutes ces petites entreprises ou moyennes entreprises puissent grandir de façon pérenne et qu'après la crise du Covid, ces entreprises puissent continuer à grandir. Alors, quel est votre mot de revoir à ce secteur, à ces acteurs qui veulent se lancer et qui sont dedans en ce moment, qui veulent se préparer au post-Covid-19 à rentrer dans le secteur? Peu importe comment, lancez-vous mal, mais lancez-vous. Parce que vous pouvez étudier, vous pouvez préparer, vous pouvez demander des études, des rapports, mais ça ne vous apprendra jamais aussi vite et aussi bien que de vous lancer et de faire des erreurs. Donc lancez-vous, plantez-vous. On ne peut pas ne pas se planter au début. Tout le monde se plante au début. Et ce qui est important, donc, c'est de se planter vite et du coup de se planter bien. Et comme disent les agriculteurs, si on ne se plante pas, on ne peut pas pousser. Donc il faut lancez-vous sur Facebook, lancez-vous sur Instagram et puis regardez ce que font les autres et mettez-vous ensemble. Si vous faites de la confiture de mangue et que quelqu'un fait du sirop de bissap, ça va intéresser les mêmes clients. Donc plutôt que chacun fasse son petit business ensemble, mettez vos produits ensemble et bénéficiez d'un apprentissage croisé. Du coup, vous aurez plus de visibilité. Au lieu de livrer 2 fois les mêmes clients, vous les livrerez qu'une fois. Quand quelqu'un aura fait l'erreur, l'autre l'aura vu et donc aura appris. Donc mettez-vous ensemble en coopérative, en association ou simplement en GIE, même informel. On se met ensemble, on essaye, on apprend. Et puis le jour où on sera prêt pour dépasser Instagram et se lancer dans la grande distribution de produits de grande consommation, on le fera, mais en tout cas, on ne se fera pas d'idée de oui, ça va se passer comme ça, je vais mettre 3 millions et puis ça va être terrible. Non, mais mettez pas 3 millions, mettez 3 000 francs. Et puis quand vous aurez récupéré ces 3 000 francs, mettez 5 000 francs, mettez 10 000 francs, et puis petit à petit, vous arriverez à vos 3 millions. Plutôt que de mettre vos 3 millions et les perdre, et puis là, quand on a perdu 3 millions, on arrête. Merci beaucoup en tout cas pour cette présence et puis voilà pour ce partage constructif, positif, productif sur le e-commerce. Merci à vous et merci à tous les auditeurs. Merci beaucoup à M. Emmanuel Boquet qui était notre invité d'aujourd'hui sur votre émission Comme Politique. Comme vous le savez, nous étions sur le thème le e-commerce en temps de crise, surtout au Sénégal. Donc, nous avons bien partagé sur beaucoup de sujets importants. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois ici sur votre télé, votre chaîne Leral TV, leral.net. On ne va pas quitter sans remercier nos techniciens, Aline, Badara Sissé et pas Aline, et remercier tous nos téléspectateurs qui sont toujours au rendez-vous sur cette émission Comme Politique. À très bientôt.